Nous sommes mardi le 20 juillet. Bienvenue en zone neutre avec votre animateur Simon Lavergne. J'espère que vous allez bien. On parle de sport encore une fois ce matin et juste prendre le temps de vous dire salut. Nouveau setup de caméra. J'espère que c'est beau. Merci aussi à l'Auberge et Club de Golf Héritage de présenter le podcast. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Très belle track de golf, bien sûr, et une salle à manger incroyable, c'est vraiment bon. Réservé aussi au restaurant 819-522-6622, vos forfaits, peu importe, il offre aussi des forfaits de l'hébergement puis tout ça, donc 819-522-6622 et aussi merci à Sublimation Sport à Gatineau, Sublimation Sport qui font des vêtements en sublimé, donc que ce soit des chandails de hockey, des chandails de balle de deck hockey, vous avez une ligue de quilles, peu importe, ils vont pouvoir vous faire vos chandails. La sublimation, c'est imprimé sur des tissus qui est ensuite de ça assemblé, donc vous pouvez faire imprimer ce que vous voulez là-dessus. Donc, communiquez avec mon chum Eric Gaulin à sublimationsport.com. Allez sur leur site web. Vous allez pouvoir voir les modèles aussi qu'ils font. C'est vraiment intéressant. Ils font beaucoup de dossards pour les compagnies, les compétitions en fait, compétitions internationales de ski, des trucs comme ça. Donc, super intéressant. Allez visiter la page sublimationsport.com pour plus de détails. Alright, hey, on parle de sport ce matin. On parle du fameux repêchage d'expansion qui va avoir lieu demain soir alors que le Kraken de Seattle va finalement sélectionner des joueurs et bâtir sa propre équipe. Et ça fait jaser un peu partout parce que depuis dimanche, on connaît les listes de joueurs qui vont être protégés par les équipes. Et je me suis amusé un petit peu à sortir quelques trucs pour vous autres, quelque chose d'intéressant. Donc, souvent, on voit les listes de protection des équipes et on pense pas à aller voir ce que ça donne comme disponibilité, comme produit final pour l'équipe qui va sélectionner. Donc, on focus beaucoup sur qui est protégé et non sur qui est disponible. Donc, moi, j'ai fait l'inverse. Je suis allé voir qui est disponible par équipe et j'ai fait des petites trouvailles intéressantes. Donc, beaucoup de vétérans qui sont disponibles, des anciens champions de la Coupe Stanley, les équipes. Il y a des équipes que c'est très, très, très surprenant. Très surprenant, les joueurs qu'ils ont laissés disponibles en se disant, on va en perdre seulement un dans la gang, tu sais. On dirait que c'est ça qui est arrivé dans certains cas. Mais d'autres équipes aussi qui ont décidé d'y aller avec le modèle 8 joueurs, toutes positions confondues et un gardien de but. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a seulement 3 équipes qui ont fait ça. Fait que je vais vous nommer les joueurs. Parce que là, j'ai sorti, pour vous autres ce matin, j'ai sorti une liste de joueurs que, en regardant la liste, par exemple, des joueurs disponibles, ça m'a frappé. T'sais, pas nécessairement que c'est des superstars ou qui ne devraient pas se retrouver là, mais il y a des noms intéressants. Par exemple, quand on commence, quand on prend les équipes de la Ligue nationale par ordre alphabétique, on commence par Anaheim et à Anaheim, on n'a pas protégé le capitaine de la formation, Ryan Getzlaf. Ryan Getzlaf, c'est un joueur qui est vieillissant, bien sûr. C'est plus le Ryan Getzlaf de là 5, 6, 7 et peut-être plus que ça. Alors que les Ducks avaient gagné la Coupe Stanley en 2007, tout ça. Donc, c'est peut-être pas le même joueur qu'il était. Par contre, c'est quand même le visage de la formation. C'est le capitaine de l'équipe et tout. Et on a laissé aussi de côté, on a rendu disponible quand même un bon talent avec Adam Henrique, qui est un joueur important dans cette équipe-là. Donc, il y a un virage qui se fait à Anaheim. Le plus surprenant dans tout ça, c'est que sur la liste des joueurs protégés, on retrouve un gars comme Nicolas Deslauriers, qui, je ne crois pas que les Ducks devraient avoir tant que ça peur de le perdre. Donc, il y a des choix comme ça qui sont faits. On veut libérer des fois du salaire. C'est pas nécessairement juste à cause du talent, par exemple, ou du calibre du joueur. C'est souvent
on prend une chance puis on se dit ben si jamais il est sélectionné, ben pour nous c'est pas une catastrophe puis on libère du salaire. Donc tu sais il y a certaines décisions qui ont été prises en fonction de ça. Sinon aussi à Anaheim, il y a le défenseur Kevin Shattenkirk qui est toujours un peu courtisé à la date limite des transactions. Ben là on le retrouve disponible pour le Kraken. Du côté de l'Arizona, le Québécois Derek Brassard se retrouve sur la liste des joueurs disponibles. Donc Derek Brassard, c'est aussi un peu un joueur qu'à la date limite des transactions, les équipes vont aller vont s'intéresser pour justement aller chercher de la profondeur pour la fin de saison et les séries éliminatoires. Donc c'est intéressant. Du côté de Boston, c'est assez surprenant du côté de Boston. On a Taylor Hall, bien sûr. Taylor Hall qui se promène d'une équipe à l'autre, semble pas trouver sa niche nulle part. Et qu'est-ce qui est très, très surprenant du côté de Boston, c'est qu'on a protégé un gardien de but complètement inconnu, là, ou presque, et on a rendu disponible les deux gardiens de but de la formation, donc Tuukka Rask et Yaroslav Halak. Je connais pas leur contrat, je sais pas exactement est-ce qu'ils sont agents libres, tout ça, parce que ça explique bien des choses aussi quand les joueurs sont en dernière année de contrat. Si on peut les rendre disponibles au Kraken, puis le Kraken va probablement pas prendre de chance avec ces joueurs-là parce qu'ils savent pas s'ils vont être capables de les signer par la suite. T'sais. Donc, techniquement, c'est peut-être le cas des gardiens des Bruins, mais sinon, c'est assez intéressant de voir que les deux gardiens de but principaux de l'équipe n'ont pas été protégés. Du côté de Buffalo, pas trop de surprise de voir Jeff Skinner se retrouver dans les joueurs disponibles. Lui qui a un contrat faramineux, comme on dirait, fait de 9 millions par année, si je ne me trompe pas. Il reste encore beaucoup d'années à ce contrat-là. Je crois que les sabres de Buffalo se prient à chaque soir que le Kraken puisse sélectionner Jeff Skinner. Je pense pas que ça va arriver. Je pense pas que c'est le genre de gros contrat qu'on va vouloir prendre du côté du Kraken de Seattle, surtout pour un joueur qui produit moins. Il y a eu une grosse saison, ça lui a valu ce gros contrat-là et ensuite de ça, pouf, plus rien. Donc, à suivre. Du côté de Calgary, le capitaine Mark Giordano qui se retrouve disponible. Donc, Giordano qui est en fin de carrière, on s'entend, mais pourrait être un leader super intéressant du côté du Kraken. J'ai comme l'impression qu'il va être sélectionné par le Kraken. C'est probablement un des joueurs ou un des leaders les plus intéressants disponibles dans ce repêchage d'expansion-là. Du côté de Colorado aussi, surprenant de retrouver Gabriel Landeskog, le capitaine justement de l'Avalanche, qui se retrouve sur la liste de disponibilité. Encore une fois, j'ai pas validé est-ce que c'est sa dernière année de contrat? Très possible. Mais juste de voir ces noms-là, même s'il y a une raison contractuelle ou une raison très, 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 par exemple les blessures dans le cas de Weber, qu'on connaît déjà, tout ça du côté de Montréal. Mais ça reste que de voir ces joueurs-là disponibles. Puis, écoutez, même si le joueur est en dernière année de contrat, le Kraken pourrait décider de prendre une chance quand même. Ils vont sélectionner 30 joueurs, en plus du marché des joueurs autonomes, en plus du repêchage amateur qui va se dérouler aussi la semaine prochaine. Ils pourraient décider de prendre une chance puis de dire OK, ben je vais quand même sélectionner un gars qui est en dernière année de contrat, qui va devenir agent libre une semaine après, puis essayer de le convaincre de venir chez nous. T'sais. Fait que c'est quand même des possibilités, même alors que quand on voit des gros noms comme ça, on se dit, ben, il y a sûrement une raison pourquoi ils sont là, mais techniquement, s'ils sont disponibles, tu sais. Du côté de Columbus, on retrouve l'ancien du Canadien Max Domi. Quelle transaction de merde, on va s'entendre pour Columbus, d'avoir cédé Josh Anderson contre Max Domi. Même si Anderson a des creux de vague, là, qui a des performances en montagne russe, ça demeure que Max Domi a jamais été là à Columbus. C'est pas dans le coup du tout. Donc, à suivre, mais peut-être qu'il pourrait être sélectionné. À Columbus, ils ont bien fait les choses. Pas tant de gros joueurs avec des gros contrats ou des joueurs actifs ou des joueurs importants de la formation ne se retrouvent pas disponibles à part Max Domi. Donc, ils ont quand même bien fait les choses. Il y a des équipes qui sont mieux positionnées que d'autres en vue du repêchage d'expansion. Puis Columbus en est une.
Du côté de Dallas, c'est un peu la même affaire. Pas beaucoup de joueurs qui se retrouvent disponibles. La plupart des joueurs importants de la formation font partie de la liste des joueurs protégés. On retrouve quand même Ben Bishop, qui est le gardien de but numéro 1 de la formation, se retrouve disponible. Ben Bishop qui a levé sa clause de non-mouvement, un petit peu comme Carey Price l'a fait. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a le goût de s'en aller jouer à Seattle? On ne sait pas. On verra. À Edmonton, 2 joueurs assez intéressants. Bon, on s'entend, Edmonton ont protégé les kingpins de l'équipe, là, McDavid, Draisaitl, puis tout ça. Mais il y a des joueurs intéressants qui se retrouvent, dont Dominic Cahoon, qui est un joueur super important avec les Oilers, mais je trouve ça un petit peu drôle de le voir là. Cahoon qui a connu quand même qui a une très bonne saison la saison dernière. Je comprends qu'on peut pas protéger tout le monde, mais je trouve ça intéressant de le voir là. Même chose avec Tyson Barrie, qui est défenseur, qui, bon, on s'entend, Edmonton n'ont pas un surplus de défenseurs là, de talent. C'est pas leur force. Leur force, c'est l'attaque. Donc, un peu surprenant de voir un défenseur qui sont allés chercher justement par transaction se retrouver sur la liste des joueurs disponibles. Mais encore là, est-ce que c'est des joueurs qui sont en dernière année de contrat? Tyson Barrie, je pense que oui. Je pense qu'ils se retrouvent joueurs autonomes, donc on ne prend pas de chance. On les rend disponibles en se disant que probablement ils ne seront pas sélectionnés et on va pouvoir négocier avec eux autres par la suite. Du côté des Kings de Los Angeles, Jonathan Quick, le gardien de but qui se retrouve disponible. Ça aussi, c'est assez intéressant de voir ça. Et ça nous amène à Montréal où est-ce que le Canadien pourrait perdre son gardien numéro 1. Hein, on le sait, clause de non-mouvement levée par Carey Price. Shea Weber se retrouve dans la liste des joueurs disponibles aussi. Shea Weber, bon, on entend toutes sortes de choses, toutes sortes de rumeurs, pourrait ne pas jouer de la saison prochaine, même pourrait ne jamais rejouer dans la Ligue nationale selon certaines sources. Donc, c'est intéressant. Et moi, si je suis le Kraken, et, tu sais, Carey Price, c'est super intéressant pour eux autres, malgré le gros cash qu'ils devraient verser pour ça, pour le joueur. Carey Price serait un ambassadeur incroyable pour vendre des billets de saison, etc. Sa conjointe vient de l'État de Washington, où se trouve Seattle, dans l'Ouest et tout. Bon, il y a plein de facteurs que j'ai énumérés hier sur le podcast. Par contre, si je suis le Kraken de Seattle, je ne sélectionne pas Carey Price, je sélectionne Jonathan Drouin. Et je m'explique. Jonathan Drouin est disponible. Jonathan Drouin est présentement en congé forcé. On ne sait pas trop ce qui se passe avec lui. On pense beaucoup qu'il y a un facteur stress, anxiété, etc. Quel beau redépart ça pourrait être de se retrouver à Seattle avec zéro pression, un inconnu quasiment. Ce serait tout un ajout pour le Kraken, selon moi, et ce serait surtout tout un ajout pour le reste de la carrière de Jonathan Drouin. On ne sait pas comment il va, on n'a aucun détail de ça, mais si le gars craque un peu sous la pression à Montréal, ben pourquoi pas aller jouer dans une équipe d'expansion où est-ce qu'il va avoir aucune attente pour les 5 prochaines années, malgré le fait qu'ils vont toujours être le petit frère pauvre de Vegas si jamais ils font pas les séries, etc. Mais bref, je prendrais une chance, moi le Kraken, je prendrais une chance avec Jonathan Drouin à ce moment-là, quand on ne sait pas trop là, l'avenir des blessures de Weber et Price. Sinon, Paul Byron se retrouve sur cette liste-là aussi. Quel joueur de profondeur incroyable pour une équipe d'expansion. Paul ferait la job, pas mal certain de ça. Donc, intéressant du côté du Canadien. Bien hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça. Du côté des Prédateurs de Nashville, on retrouve les attaquants vedettes, Matt Duchene et Ryan Johansson sur cette liste-là de joueurs disponibles. Et beaucoup d'attaquants sont disponibles du côté de Nashville parce que Nashville a protégé 8 joueurs, toutes positions confondues, et un gardien de but. Et dans la liste des 8 joueurs, il y a 5 défenseurs. Donc, ils ont seulement protégé 3 attaquants. Donc, assez intéressant de voir ça. Je pense qu'on bâtit par la défensive du côté de Nashville. On avait bien vu ça dans les dernières années. Et là, Ryan Ellis est parti dans une transaction du côté de Philadelphie. Et on protège quand même 5 autres défenseurs. Donc, c'est à penser que si Ellis était resté, Ellis qui est probablement en dernière année de contrat, peu importe, on aurait pu voir peut-être Nashville protéger 6 défenseurs. Donc, ça aurait été assez incroyable sur une liste de 9 joueurs, dont un
gardien de but obligatoire. Donc, très intéressant. Du côté de New Jersey, le bon vieux P.K. Subban avec son contrat de 9 millions par année et probablement plus, en fait, en real money. Donc, P.K. Subban est disponible. Est-ce que P.K. va se retrouver du côté du Kraken de Seattle? Quand on parle de promotion et de marketing, un gars comme P.K. Subban qui s'amène à Seattle, qui aime la caméra, tout ça, qui peut participer à plein d'événements, ça demeure un bon choix, ça demeure un choix intéressant malgré le lourd contrat. Mais tu sais, il y en a des lourds contrats partout. Fait que P.K. devient super intéressant pour vendre le hockey à Seattle, selon moi. Je crois que parmi tous les joueurs qui vont être sélectionnés demain par le Kraken, le sure shot, c'est P.K. Subban. Je pense que P.K. Subban est incontestablement sélectionné demain par le Kraken. Ensuite de ça, les Islanders de New York ont laissé quelques joueurs intéressants disponibles, dont Josh Bailey et Jordan Eberle. Donc, la profondeur, si on veut, des Islanders, parce que les Islanders, c'est plusieurs marqueurs de 20 buts dans une saison. Pas de joueurs de joueurs flamboyants, mais eux autres devaient protéger Matthew Barzal, Jean-Gabriel Pajot, Anthony Beauvillier. Donc, Anders Lee. Tu sais, eux autres avaient beaucoup de joueurs à protéger. Plusieurs joueurs de même calibre, autrement dit. Donc, tu sais, il y a peut-être des aubaines du côté du Kraken qui se retrouvent là. Je pense à Jordan Eberle, par exemple, qui, d'après moi, tu sais, pour le rapport qualité-prix de qu'est-ce qu'il peut amener à une équipe, est assez intéressant de ce côté-là. Du côté des Sénateurs d'Ottawa, ben là, on a quand même un joueur assez talentueux, un attaquant en Evgeny Dadonov qui se retrouve disponible. Mais ce qui est le plus à noter du côté des Sens, ben, c'est les gardiens de but. Les Sens, l'année passée, ont probablement essayé 6, 7, 8 gardiens de but, je ne sais plus. Bref, ils en ont protégé un seul, qui est Philippe Gustafsson. Et on met sur le marché quatre gardiens de but qui ont été d'office l'année passée puis qui ont fait quand même un travail intéressant. Joey Daccord, qui a été excellent l'année passée. Matt Murray, qui se retrouve sur la liste des joueurs disponibles. Matt Murray n'a pas fait la job, bien sûr, mais lui, c'est les blessures qui le ralentissent beaucoup. Peut-être un petit peu overrated aussi là, dans la Ligue nationale parce qu'il a gagné la Coupe Stanley genre à sa première saison avec Pittsburgh. Mais lui, c'est son contrat. C'est son contrat qui fait qu'il est là, c'est certain. Ensuite de ça, on a Anton Forsberg et Marcus Högberg. Donc, tous ces gardiens de but-là ont gardé quelques matchs l'année passée et ont fait un bon travail. Donc, les Sénateurs se retrouvaient à dire, OK, ben c'est quel notre gardien d'avenir en qui on est le plus confiant? Et Philippe Gustafsson, qui avait été acquis des Penguins de Pittsburgh, justement, ça demeure un des gardiens qui a le mieux fait l'année passée. Et les Sens vont avoir toute une équipe l'année prochaine aussi. Là, on a protégé les Tkachuk, Batterson de ce monde. Donc, ça va être intéressant l'année prochaine. Les Flyers, on retrouve Jakub Voracek. Voracek, c'est pas surprenant parce qu'en plus, il a demandé à quitter Philadelphie. Donc, j'ai comme l'impression que ça pourrait être la sélection du Kraken. Du côté de San Jose, le bon vieux routier Patrick Marleau se retrouve sur la liste des joueurs disponibles. C'est à peu près tout parce que San Jose ont protégé les Erik Karlsson, Brent Burns, les joueurs, les attaquants, Evander Kane, etc. Donc, voilà, Patrick Marleau se retrouve là. Du côté de Saint-Louis, surprise un peu de retrouver Vladimir Tarasenko. Tarasenko avait déjà signifié qu'il voulait peut-être quitter Saint-Louis. Et je pense que le joueur qui me surprend le plus dans tout ça, c'est pas un joueur vedette, mais c'est le Québécois Samuel Blais qui se retrouve sur la liste des joueurs disponibles. Samuel Blais qui avait été un rouage super important dans la conquête de la Coupe Stanley des Blues de Saint-Louis. Donc, je m'attendais de le voir protégé, mais encore là, tu sais, tu as une limite de joueurs à protéger. Tu en as 11 ou 9, tout dépendant de quelle formule que tu prends. Donc, certains joueurs d'utilité comme ça se retrouvent disponibles. Mais ça pourrait être un ajout intéressant pour le Kraken. Mais j'ai comme l'impression que Tarasenko va se retrouver là.
Les champions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, ben, quand tu es champion, ça veut dire que tu as de la profondeur. Puis quand tu as de la profondeur, ben, dans un repêchage d'expansion, tu peux pas protéger tout le monde. Donc, le Lightning de Tampa Bay est allé pour une formule 8 attaquants défenseurs, donc 8 joueurs de position et un gardien de but. Donc, on n'a pas protégé, donc disponible les Québécois. J'ai sorti les Québécois, entre autres. Yannick Gourde, Alex Killorn et David Savard. David Savard, c'est comprenable, dernière année de contrat. Yannick Gourde, par contre, je crois que Yannick Gourde va être le choix du Kraken. S'ils ont regardé les séries éliminatoires dans les 2 dernières années, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont absolument pas le choix de pas sélectionner, en fait Yannick Gourde. Ils doivent le sélectionner. C'est le joueur d'utilité par excellence. Donc, à suivre de ce côté-là, mais j'ai comme l'impression que c'est ce qui va arriver. Du côté de Toronto, avec les Maple Leafs, ben là, on a des vieux routiers qui n'ont pas été protégés. Eux autres aussi sont allés dans la formule 8-1 avec 4 attaquants, 4 défenseurs. Donc, on retrouve de disponibles les bons vieux routiers Wayne Simmons, Big Joe Thornton, puis Jason Spezza. Donc, est-ce que le Kraken va vouloir ajouter un petit peu d'expérience? Je crois que dans le trio, il pourrait être intéressé par Wayne Simmons. Donc, à suivre. Et là, on tombe à Washington et le bon vieux Alex Ovechkin est disponible, mesdames et messieurs, et il ne sera pas sélectionné. Il ne sera pas sélectionné. Il est en dernière année de contrat, donc joueur autonome, et il va re-signer à Washington ou il va aller jouer dans le KHL. Donc, c'est pas surprenant qu'il se retrouve là parce que techniquement, le Kraken pourrait faire un gros coup puis prendre Ovechkin puis tout ça, puis essayer de le négocier pendant les 3-4 jours qu'ils peuvent le faire. Non, je pense que c'est plus que 3-4 jours, là, mais il y aurait à peu près une semaine pour le convaincre de signer un contrat avec eux autres. Mais ce serait très, 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 très surprenant que ça arrive. Mais c'est quand même, tu sais, quand on parle de gros noms qui se retrouvent dans les disponibilités, ben ça, c'en est un de marque. Là, tu sais, Ovechkin, tu vois ça sur la liste de disponibilité, tu fais comme, OK, attends une minute, là, ils n'ont pas protégé Ovechkin. Bon, ça, c'en est vraiment un cas de contrat, là, mais bref. Et dernière équipe, les Jets de Winnipeg, donc de disponible, assez surprenant de voir Paul Stastny se retrouver dans la liste de disponibilité. Mais Paul Stastny, c'est tellement de blessures, fait que je ne sais pas si lui est en dernière année de contrat, mais peu importe, il est tellement souvent blessé que il n'y a pas une équipe qui va prendre une chance avec lui. Fait que voilà, c'était le tour des joueurs disponibles. Je trouvais ça intéressant de faire ça, de juste aller voir, parce c'est comme je l'ai dit en entrée de jeu, au départ, on a souvent tendance à regarder qui les équipes vont protéger. Bon, mais parfait, mais une fois que c'est fait, ça veut dire qu'on rend disponible qui? Parce que on voit la liste des joueurs protégés, mais souvent, il y a des joueurs aussi qui sont en première année de contrat, là, dans leur premier terme de contrat, qui ne sont pas obligés d'être protégés. On a des joueurs aussi qui ont des clauses de non-échange et des clauses de non-mouvement, et souvent, on ne le sait pas, mais ces joueurs-là n'ont pas besoin d'être protégés non plus s'ils ne lèvent pas leur clause. Donc, techniquement, il faut voir un peu c'est qui est disponible à ce moment-là. Fait que je trouvais ça un exercice intéressant. Puis là, je vous ai sorti les gros noms, des joueurs d'expérience, il y a des joueurs là-dedans qui ont gagné la Coupe Stanley, il y en a que c'est des capitaines de leurs équipes, tout ça. Fait que ça, c'est les joueurs qui frappent un peu l'œil directement en regardant la liste. Mais au travers de tout ça, il y a des joueurs d'utilité, il y a des joueurs qui sont vraiment super importants pour leurs équipes qui se retrouvent dans la liste, que je n'ai pas sorti au complet, là, bien entendu, mais il y a des joueurs qui se retrouvent là-dedans qui sont importants pour leur formation en ce moment, qui pourraient être sélectionnés par le Kraken et qui va créer des trous dans la formation pour laquelle ils évoluaient l'année passée, assez important. Fait que ça va être... Écoutez-moi, le repêchage d'expansion, je pense que je vais suivre ça plus que le repêchage amateur puis les agents libres. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler, qui va être sélectionné, et il ne faut pas oublier que le Kraken doit sélectionner, je l'ai sorti ici, ils vont sélectionner 30 joueurs, donc il y a 30 joueurs au total qui vont être sélectionnés. Là-dedans, ils doivent absolument sélectionner 14 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens de but.
Donc ça fait 26 joueurs au total. Et ils ont 4 floaters là, qui peuvent sélectionner dans les joueurs qu'ils veulent. Attaquant, défenseur ou gardien de but, ça n'a pas d'importance. Et ils doivent absolument sélectionner un joueur par équipe, sauf des joueurs des Golden Knights de Vegas. Donc les Golden Knights de Vegas n'ont pas à protéger aucun joueur et se feront pas enlever de joueurs. Ce qui est complètement ridicule quand on y pense. En fait, c'est pas ridicule, c'est vraiment logique parce qu'ils sont rentrés dans la ligue v'là 4 ans, là, en 2017. Ce qui n'est pas logique, c'est qu'ils ont tellement été avantagés par le repêchage d'expansion, ils sont tellement forts maintenant à cause de ça, que de leur donner la grâce de ne pas perdre un joueur, c'est complètement ridicule en fonction de qu'est-ce que l'équipe a l'air aujourd'hui. Bref, en tout cas, la Ligue nationale, c'est une ligue sportive de contradiction, on va dire ça comme ça. Alright, j'espère que vous avez aimé ça comme petit tour d'horizon. Là. Moi, je me suis amusé à sortir ça, j'ai eu bien du fun. Et je vais juste faire un petit mot rapide sur parler un petit peu de baseball rapidement. Les Blue Jays en ont mangé une sincère hier, défaite de 13-4 contre les Red Sox de Boston. Ça c'est retombé sur terre après avoir affronté les Rangers du Texas qui ont une formation à chier. Là, tu te retrouves devant une bonne formation de ta division en plus, les Red Sox qui jouent du bon baseball. Puis tu retombes sur tes pieds. Donc, très hâte de voir le match qui va se dérouler ce soir. 2e match de la série. Je m'attends que les Blue Jays vont être un petit peu plus coriaces. ils vont s'être ajustés un peu. Et sinon, ce soir aussi à surveiller le 6e match dans la finale de la NBA. Donc, les Bucks de Milwaukee qui affrontent les Suns de Phoenix. Et les Bucks qui mènent la série 3-2 après avoir tiré de l'arrière 2-0. Là, sont en Cadillac, comme on dit. Mènent la série 3-2, pourraient remporter le championnat dès ce soir à 21h. Donc, à suivre pour les amateurs de basket. Je vous souhaite une excellente journée et cette semaine, il n'y aura pas d'épisode live de En Zone Neutre. Par contre, je vais être live vendredi en avant-midi sur la page d'En Zone Neutre, le podcast, et aussi sur la page des Flames de Gatineau de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Je vais être en direct du tournoi de golf et je vais animer une émission spéciale. On va avoir des joueurs, des membres de l'organisation, des gens qui viennent participer au tournoi de golf, probablement les commissaires, des gens de la Ligue, tout ça. Donc, on va avoir bien du fun avec le tournoi de golf. On se fait une petite édition un peu comme le Canadien, RDS ou TVA Sport qui sont en direct du tournoi de golf du Canadien pour lancer la saison. On fait un petit peu ça sur la page Facebook des Flames de Gatineau et sur la page de En Zone Neutre. Et soyez là, posez vos questions, allez-y de commentaires. Bref, si vous ne connaissez pas la Ligue ou si vous ne connaissez pas l'équipe, ça vaut la peine de découvrir parce que c'est vraiment une belle ligue de hockey. Donc, puis là, ils vont reprendre leurs activités normalement là, cette année. Donc, ça va être le fun de voir ça. Et donc, c'est ça. Il n'y aura pas d'épisode live, mais vendredi, on va être live. Et ensuite de ça, on va participer au tournoi de golf et les Flames vont lancer leur camp d'entraînement, là, Open Tryout, des joueurs invités là, à partir du lendemain, le samedi 24 juillet, pour partir ça du bon pied, partir la nouvelle saison. Là, ça commence quand même assez tôt dans le Junior 3. Là, ils vont commencer en septembre, donc il y a tout le mois d'août va être un camp d'entraînement. Là, donc ça va être intéressant de suivre ça. Et je vais animer aussi le Flamescast, là, le podcast des Flames, à tous les semaines lors des matchs locaux. Les vendredis soirs, on va se faire un petit salon où est-ce qu'on va recevoir les joueurs après le match et on va parler un petit peu d'actualité sportive aussi à travers de tout ça. Donc ça risque d'être bien intéressant. Alors voilà, vendredi, c'est un rendez-vous, mais sinon, on se donne rendez-vous demain matin, bien sûr, pour En Zone Neutre, l'édition matinale. All right, passez une belle journée tout le monde. Ciao!